Je vais commencer par vous dire que je vous remettrai, peut-être aujourd'hui ou un peu plus tard, un DVD où il y a de façon complète les œuvres complètes de Freud et de Lacan en plusieurs langues, de façon à ce que vous puissiez mener des recherches quand on aborde certains sujets. Alors moi, d'une façon générale, j'utiliserai des signifiants majeurs de Lacan, éventuellement vous signifiant où ça peut se trouver. Comme ça, quand vous utiliserez la machine, parce que quand on cherche dans un truc comme ça, c'est tellement vaste qu'on a du mal à retrouver les choses, pour que vous puissiez aller voir dans le contexte ce que lui a dit, qui vous permettra éventuellement de faire des retours ici par des questions que je ne me pose pas moi, auxquelles je n'ai pas pensé, pour qu'on puisse travailler ensemble. C'est comme ça que je vois les choses. Je voudrais que ce ne soit pas quelque chose de magistral, je voudrais que ce soit quelque chose où on puisse parler entre nous, de façon à progresser dans cette discipline de la psychanalyse. Alors, donc, d'abord, oui, je vous présente quand même Franck Ancel, qui est pas seulement régisseur de toute cette machinerie, qui est aussi en passe de devenir psychanalyste. Voilà. Alors, devenir psychanalyste, ça veut dire quelque chose de très précis, parce qu'il n'y a pas d'être de l'analyste, ça n'existe pas. L'analyste est toujours en devenir. Et il est en devenir de quoi? Il est en devenir se loger, comme dans l'expression que je vous ai développée, il vient se loger là où c'était, là où c'était, où j'étais, et j'allais y être, et je n'y suis jamais, je rate toujours le moment où j'aurais dû être à l'endroit où on m'attendait. C'est la fameuse phrase très socratique qu'utilise Freud pour dire que « Wo es war, soll ich werden ». Là où c'était, je dois advenir. Donc, devenir analyste, c'est sans fin. Et en même temps, c'est une question qui se pose d'une façon assez complexe, parce que Lacan modifie un petit peu les termes. C'est une formule présocratique utilisée par Freud, en allant voir ça dans le texte en allemand, pour dire, est-ce que ça veut dire qu'il y a un impératif catégorique qui vous impose de venir à la place où vous auriez dû être, mais où vous n'y êtes jamais, vous êtes toujours dépassé, soit avant, soit après. Est-ce qu'il faut accepter cet impératif, ou est-ce qu'il faut au contraire que je dise non à cet impératif pour mener la vie que j'ai envie de mener, et pas du tout celle qui serait celle de mon désir, qui pour Freud est un désir indestructible. C'est-à-dire du début jusqu'à la fin, Freud dit que le désir est indestructible. Dans la science des rêves, il dit ça pratiquement à la dernière phrase de son texte, et c'est quand même assez troublant qu'il ait pu dire cette phrase-là, c'est-à-dire qu'en gros, il fait ce schéma que Lacan a appelé, attendez, je le mettrai. Il fait ce schéma comme ça, il trace la vie comme ça, voilà. Ça, c'est le désir indestructible, ici c'est la naissance, ici c'est la mort, et il crayonne des trucs comme ça, c'est-à-dire que vous faites des rencontres dans le quotidien, mais qu'au fond, votre vie, elle sera toujours déterminée par ce désir on ne sait pas ce que c'est très difficile de répondre à cette question. Désir indestructible, qui pose une question éthique, puisque justement le sujet peut très bien dire, moi écoutez, le désir je m'en fous, je fais autre chose, je mène ma vie autrement, je m'organise comme je veux, alors que c'est quand même ça qui s'impose pour tout le monde. Voilà, ça c'est une réponse éthique qu'il faut donner, c'est-à-dire j'assume effectivement le désir qui m'a fait, comme le dit Spinoza, il dit que le désir c'est l'essence de l'homme. C'est d'ailleurs pour ça que Lacan le reconnaît comme un des rares philosophes que lui il accepte. Il a plutôt mis de côté un certain nombre de philosophes dans sa vie, parce qu'il s'est confronté à ces savoirs de la philosophie, et Spinoza est un de ceux qui l'a jamais touché, qui représente pour lui un point d'appui très important. Le désir, c'est l'essence de l'homme. Alors, donc je vous remettrai, je ne sais pas à quel moment, aujourd'hui ou peut-être à un autre moment, cet index.
s'appelle Marie-Hélène. Ça va? Bon. Et pour que vous puissiez travailler et que moi je puisse avoir des retours sur ce que je suis en train de construire, parce que je ne sais pas très bien où je vais. Au fond, je ne sais pas ce que je cherche, mais je sais que j'ai déjà trouvé. Hein? C'est-à-dire qu'au fond, qu'est-ce qui se passe pour moi? En gros, je pense que ce que j'ai trouvé, c'est l'inconscient. C'est mon inconscient. Chacun a un inconscient. C'est incontestable. Et on a affaire toute notre vie à cette espèce de truc qu'est l'inconscient, dont Freud, c'est quand même très étonnant qui s'est toujours manifesté dans l'histoire de l'humanité sous la forme, des formes qu'on connaît, le beau d'esprit, les actes manqués, et toute la série des formations de l'inconscient, les symptômes, les choses comme ça, et que jamais personne n'a pensé avant Freud que peut-être là où il y avait du lapsus, du ratage, de la difficulté, des symptômes, c'était un savoir. Et c'était un savoir dont il s'agissait de dresser l'inventaire. Et c'est Freud le premier qui a eu cette idée-là dans l'histoire de l'humanité. C'est très important comme moment de l'histoire parce que ça a fait basculer complètement la conception du monde des êtres humains à partir de là. On peut considérer qu'aujourd'hui, le freudisme est répandu dans le monde entier, sous des formes évidemment pas toujours agréables. Ça m'est arrivé l'autre jour quand je suis allé chercher un billet d'avion aux Invalides. Alors autrefois on allait à un guichet, on disait voilà je veux aller à tel endroit, je fais le chèque, mais plus maintenant. Maintenant la femme qui vous reçoit c'est presque une analyste. Elle vous demande qu'est-ce que vous voulez. Et vous verrez ça dans tous les commerces, partout. Hein. Qu'est-ce que vous voulez? Ben, je veux aller à Barcelone, je devais aller à un congrès, je veux aller à Barcelone. Oui, mais d'accord, mais quand est-ce que vous voulez partir? Ben, quand il y aura un avion. Oui, mais à quelle heure vous voulez partir? Le matin ou le soir? Et ça commence, ça dure 3/4 d'heure, on finit par s'énerver tant qu'on peut, puis finalement, elle vous trouve un avion qui a l'air de correspondre à votre désir, mais à chaque fois, elle grignote pour quand même arriver à vous faire payer le prix du départ, hein, puisque le prix, c'est 300 €, aller-retour Barcelone-Paris, et vous voulez payer moins cher, et vous ne voulez pas voyager en low cost. Voilà. Je vous dis ça comme ça, mais il faut au moins 1h30 ou 2 heures, parce qu'on attend en plus, pour pouvoir avoir un billet. C'est partout comme ça, hein. Partout c'est comme ça en ce moment. Ça, pour moi, c'est des signes que les gens commencent à s'intéresser au désir. Ils ne savent pas ce que c'est, les analystes non plus, mais au moins, eux, ils cherchent à en faire quelque chose pour vous vendre leur marchandise. Et quand c'est une chose, quand ils touchent ce que vous désirez, vous êtes sûr que vous allez acheter le produit. Je vous dis ça comme ça parce qu'on a un rapport au capitalisme qui est très 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 proche. La psychanalyse a affaire au capitalisme, et je vous dirai des choses là-dessus. Alors, dans un premier temps, je vais donc vous donner tous ces documents, et puis en particulier, un index complet de tous les auteurs et de toutes les œuvres que Lacan a citées. Vous savez que Lacan avait comme réputation de ne jamais donner ses sources. Or, il a commenté Freud, je le sais parce que c'est la machine qui me l'a dit quand même, je n'ai pas tout vu, 12 000 fois. Il a commenté Freud 12 000 fois sur une œuvre qui représente à peu près chez lui 2000 pages d'écrits et 8000 ou 9000 ou peut-être un peu plus pages de séminaires qui n'ont pas été écrits par Lacan. Hein, c'est très important de le savoir. C'est-à-dire que si Lacan n'avait pas rencontré son gendre, comme par hasard c'est son gendre, eh ben on n'aurait presque rien de Lacan. On aurait comme quelques écrits qu'il a publiés avant d'être analyste ou pendant qu'il était analyste plus jeune, dans les revues, donc dispersées, impossible à consulter, mais le gendre a réuni, a fait ce qu'il fallait pour qu'il y ait d'abord les écrits, donc il a obligé Lacan à réécrire des textes qui avaient été publiés avant. Et donc vous verrez que dans mes archives, vous verrez les différences apparaître, parce qu'on l'a obligé à écrire. Parce que Lacan, il n'avait pas envie d'écrire, il s'en foutait. À la limite même, il félicite un empereur chinois qui, arrivé au pouvoir, a brûlé des bibliothèques. Il disait « Enfin, quelqu'un a eu une idée intelligente ». Voilà. Ça va jusque-là, hein, ça va jusque-là, je vous assure. Hein. Alors, bon. Lacan, donc,
qui ne parlait pas l'allemand, s'est mis à commenter Freud en allemand, jamais en français. Parce que la traduction française, il la qualifie d'être une traduction de vermine. Voilà, il utilise le terme de vermine. Par exemple, la phrase de « là où c'était, je dois advenir », les Français traduisent ça « là où c'était, le moi doit advenir, doit déloger le ça ». Ça n'a plus aucun sens. Et cette histoire de l'allemand a fait quelque chose, parce que le grand philosophe, qui continue d'ailleurs à être représentatif de ce qu'est la philosophie, c'est Heidegger. Lacan l'a invité en France, et puis comme il ne parlait pas allemand et l'autre ne parlait pas français, ils n'ont pas pu se parler. Hein, il était assis dans sa maison de campagne, et Heidegger et lui ne pouvaient pas se parler. Les femmes arrivaient à se parler entre elles, et lui, pendant que Heidegger était là, il a traduit Logos. Le Logos, parce que Heidegger a écrit l'acheminement vers la parole, toutes ces choses-là, et Lacan, il a commencé son enseignement public en parlant fonction et champ de la parole et du langage, par exemple, des choses comme ça. Et évidemment, il a très vite récusé Heidegger. Donc c'est une rencontre ratée, parce qu'il n'était pas d'accord avec sa notion de l'être. Je le dis très simplement, je ne suis pas sûr que ce soit très juste. Pour Heidegger, il y a l'être, et l'être parle. Et Lacan dit c'est pas ça du tout, c'est parce qu'on parle qu'il y a de l'être. C'est pour ça qu'il invente ce néologisme à la fin de son enseignement de par-l'être, c'est-à-dire qu'il nous désigne comme des par-l'être, que nous sommes les seuls animaux parlants, et que ça n'existe pas dans le monde animal. Alors toute la question est de savoir comment on définit l'humain à partir de ces coordonnées-là. Alors, bon, échec de sa rencontre avec Heidegger, mais en même temps, pas comme on fait nous, on se fâche et puis on ne veut plus jamais voir personne. Il a toujours conservé son amitié à Heidegger, avec, vous savez, le passé qu'il y a eu derrière tout ça, quand même, c'est important, et il est allé le visiter les derniers temps de leur vie. Il lui a gardé son estime en disant quand même qu'il saluait sa parole souveraine. Donc la question de Heidegger n'est pas aussi simple qu'on peut l'imaginer. Voilà. Je le dis parce que c'est des choses importantes, ces histoires de traduction. Donc, il n'a pas hésité à critiquer les traducteurs de Freud en français, et puis il nous laisse en héritage. Alors là, Lacan disait, c'est comme ça que j'ai rencontré Lacan, moi, dans son séminaire qui s'appelle « Les 4 concepts ». Alors ça, c'est le terme de Miller, les 4 concepts de la psychanalyse, que vous connaissez tous, mais le titre exact de Lacan, c'était les fondements de la psychanalyse. Il n'y a pas de concept dans la psychanalyse. Ça, c'est des notions philosophiques. Un concept, c'est comme si on tenait le truc, hein, on tient quelque chose dans la main. Et dans la psychanalyse, on ne tient rien dans la main, hein, justement. Donc, ça s'appelait les fondements de la psychanalyse. Et Miller a traduit ça par les quatre concepts. Et vous savez bien qu'on reproche à Miller pour traduction, parce que c'est lui qui a écrit le séminaire, puisqu'il est co-auteur. Un jour, Lacan lui a fait signer un papier, il est co-auteur des séminaires. Il décide de publier les séminaires quand il veut, où il veut, et moi j'ai pris une position très claire là-dessus. Quand c'est mauvais, je dis c'est Miller qui l'a écrit, et quand c'est bien, c'est Lacan. Voilà. C'est comme ça que je fais, pour me repérer dans ce truc. Bon, alors, oui. Il y a quand même les transcriptions. Il y a quand même les transcriptions. J'entends pas bien. Il y a quand même les transcriptions des séminaires. Alors attendez, oui, pas... là les séminaires pirates, c'est pour ça que je les ai, moi. Moi je les ai, les séminaires pirates, bien sûr. Ce qu'on appelle les séminaires pirates. Alors il a été malin, Miller, parce qu'on a fait une réunion avec lui il y a plusieurs années quand même, peut-être 7 ou 8 ans, où on a discuté de la transcription. Les gens de l'ELP, hein, l'école lacanienne de psychanalyse, moi j'appelle ça ELP, puis je l'ai rattaché aux Beatles ELP. Moi je me déplace dans le signifiant, bien sûr. Alors il a dit un truc, il était très malin, hein. Il a dit, bon écoutez, vous voulez tous des publications avec un appareil critique. Moi je publierai constamment mes séminaires comme je le fais. Les co-auteurs, on ne peut rien lui dire, hein. Les co-auteurs ils gagnent de l'argent avec ça en plus, hein. Et il a dit, bon, vous, on appellera votre édition l'édition savante,
Et la mienne, on l'appellera l'édition populaire. Malin le mec, hein, voilà. L'édition populaire et nous, les éditions savantes. Donc il laissait libre cours. Il ne s'oppose pas publiquement, il ne s'oppose pas à la publication des séminaires de Lacan. Chacun peut faire une transcription, il y en a plusieurs formes, et les plus modernes, les plus avancées, à mon sens, par rapport à celles qui étaient les premières. Les gens allaient au séminaire, et puis à la sortie de la leçon suivante, ils nous vendaient ça, les gens venaient. C'est celle de la collection que j'ai, moi, c'est celle de Stafferla. Ça s'appelle Stafferla, c'est un signifiant de Lacan. Il écrit ça comme ça, parce que la langue, c'est voilà, ça s'écrit comme ça. Alors c'est le type qui a publié ça, je vous parle parce que toutes ces anecdotes donnent une ambiance à quelque chose d'assez drôle dans la psychanalyse. C'est drôle tout ça, moi je trouve ça très drôle. C'est un type, il ne donne pas son nom. Et je sais pas, j'ai oublié comment j'ai pu le contacter, mais je l'ai eu au téléphone. Je lui dis, mais comment se fait-il que vous avez pu faire tout ce boulot? Il disait, mais il assistait au séminaire de Lacan à l'époque, et puis qu'un jour, c'est un type qui habite en province, il n'est pas psychanalyste, il ne laisse jamais apparaître son nom. Je l'ai eu une fois, son nom, je l'ai oublié, probablement parce que j'ai entendu qu'il ne voulait pas qu'on sache qui il était. Et il a travaillé tout seul, il a transcrit tous les séminaires, vous aurez là dans la collection, vous les aurez, tous les séminaires, avec tous les schémas de Lacan, avec un graphisme exceptionnel. Voilà, il a fait ça, et c'est une collection qui vaut la peine et qui montre des variations par rapport à la version de celle de Lally de Melman, par exemple. Eux aussi, ils l'ont fait. Ils voulaient les vendre dans le commerce, Melman, et Miller lui a dit, attention, si vous les mettez dans les librairies, le seuil vous attaque, c'est le droit d'auteur, vous n'avez pas le droit de le faire. Lacan, il s'en foutait, lui, puisqu'il donnait ses séminaires à photocopier. Quand à l'époque, il avait les transcriptions originelles, il les donnait à ceux qui voulaient les avoir, ils faisaient des photocopies. À l'époque, on faisait des photocopies. Tout ça, c'est des choses très importantes, hein, je crois quand même qu'il faut qu'on le sache. Alors, là, pas moyen de me suivre sans passer par mes signifiants. Voilà, moi je me dis, tiens, un mec qui dit ça, je ne vais pas le lâcher celui-là. Celui-là, je ne le lâcherai pas, je vais le suivre, on parle signifiant par signifiant. Seulement, signifiant, ce n'est pas les significations. Ça veut dire que quand on travaille Lacan, il ne s'agit pas de comprendre. Il ne faut surtout pas comprendre même. Il faut d'abord faire comme le nourrisson, il faut s'imprégner des signifiants qu'il utilise. Parce qu'il utilise des choses et des mots qu'on ne connaît pas très souvent, il va chercher très loin les choses. Donc il faut s'imprégner de son enseignement et il faut le lire sans chercher à comprendre tout de suite. Quand vous ne comprenez pas, c'est bon signe. Quand vous comprenez, c'est mauvais signe. Parce que forcément, quand vous comprenez, il le dit très bien, vous êtes compris et donc vous êtes couillonné. Parce que vous avez compris de travers, parce qu'il dit toujours, c'est pas ça que j'ai voulu dire. Hein. Comme il n'y a pas de rapport sexuel. Tout le monde il n'y a pas de rapport sexuel. Comment il n'y a pas de rapport sexuel? Pommier, il dit ça. Comment il n'y a pas de rapport sexuel? Si, il n'y en a pas. Mais qu'est-ce que ça veut dire, il n'y a pas de rapport sexuel? Il répète à longueur de temps. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire un rapport écrit sur le réel. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que le réel, il est impossible à dire, il est impossible à écrire, et en même temps, il faut essayer de le faire. Donc, comment on peut faire avec un truc qui est impossible? Il faut donc le cerner. Mais quand on cerne un objet, il faut savoir si vraiment il y a un trou au milieu ou s'il n'y en a pas. S'il y a un trou, c'est peut-être du réel, c'est-à-dire qu'on a raté l'objet. Donc, quand on a raté un truc, on est sûr qu'il y a du réel là-dedans. Quand on l'a réussi, c'est pas sûr. Voilà des choses. Vous voyez comment il prend à contre-pied le savoir et tout ça. Alors, moi je l'ai suivi. Donc il y a deux façons. Prendre le signifiant. Il a dit ça, 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 il a dit ça. Il y a deux façons. Soit vous prenez une trajectoire de la métaphore, hein, c'est des noms du père, donc vous êtes dans le discours du maître. C'est-à-dire c'est des mots qui s'imposent à vous. Soit vous êtes dans la métonymie et c'est une dérive permanente. Vous êtes tout le temps dans la dérive. Quand on lit Lacan, c'est ça, c'est qu'il n'y a jamais de point de capiton, c'est toujours, ça glisse tout le temps, ça se déplace tout le temps.
Et donc, on est quand même pris dans un tourbillon, c'est d'ailleurs tout à fait comme le refoulement originaire, au fond, hein. Le tourbillon, c'est le refoulement originaire. On perd pied, quoi, en gros. Et ça, il trouve que c'est très bien lui. C'est comme ça qu'il faut faire, il faut perdre pied un peu. Il faut accepter de perdre pied. On ne se noie pas de toute façon. Alors, voilà. Une phrase. D'abord, l'avenir de la psychanalyse ne sera pas mathématique. Parce que tout le monde s'imagine que chez Lacan, il y a des mathématiques, des trucs très compliqués, des figures géométriques, des nœuds, des trucs, des logiques comme ça, implacables. Eh bien non, l'avenir de la psychanalyse ne sera pas mathématique. Et Dieu sait le nombre de mathématiciens qui essaient de nous faire croire le contraire. Hein. Parce que Lacan parle de logique. Alors lui, il a une expression très claire, il parle de logique élastique. C'est-à-dire que la banque de Mépu, c'est comme une chambre à air, on peut la retourner, on peut faire des trucs, mais elle garde toujours sa structure. Voilà, ça c'est comme ça qu'on fait. Alors, on arrive là, donc, j'essaie de me repérer un peu, parce que je suis un peu bon. Il nous dit, l'inconscience et la politique. L'inconscience et la politique. Comment comprendre ce truc-là? L'inconscience et la politique, parce que d'habitude, on a l'impression qu'au contraire, un homme politique doit être vachement conscient et doit savoir maîtriser les choses pour pouvoir avancer. Hein. Donc on a affaire à l'inconscience et la politique. Et il dit de toute façon, hein, c'est foutu, le capitalisme est répandu sur la planète, on aura toujours affaire au capitalisme en ce moment, et la seule chose que vous pouvez faire comme analyste, vous allez être très surpris par rapport à mai 68, c'est qu'il faut se mettre au service du capitalisme. Ça fait un drôle d'effet, il faut se mettre au service. Mais il ajoute, pour lui servir un discours vraiment pesteux. Peste, c'est le truc de Freud qui dit, c'est une légende, qui dit que quand il arrive à New York avec Jung, c'est Jung qui aurait raconté cette histoire. En fait, je crois que c'est Lacan qui l'a inventé. Ça n'a jamais été vrai. Lacan a inventé des ragots, et puis voilà, c'est tout. Qui a dit, les Américains, ils ne savent pas que nous leur apportons la peste. Voilà ce qu'il a dit. La psychanalyse vécue comme pesteuse. Vous voyez, déjà, hein, c'est difficile d'être analyste, puisque vous trimballez la peste avec vous. Et alors, bon, mettre un discours vraiment pesteux, moi, c'est ce que j'essaie de faire, j'ai beaucoup de mal, c'est assez difficile. D'autant plus que, alors là, je vais vous faire la série des signifiants que j'ai. Donc, le vraiment pesteux, dans la machine, pour aller chercher le terme pesteux, vous verrez ce qu'il dit. Comme ça, vous trouverez l'endroit qui vous permettra éventuellement, plus tard, de poser des questions ici, que je puisse me relancer. Hein. Alors, vraiment pesteux, et c'est inconfortable, d'autant plus qu'il est allé à Bruxelles. Alors là, je ne sais pas pourquoi il a dit ça à Bruxelles, parce que quand même, c'est un peu curieux. Il est allé dire que la psychanalyse est une escroquerie. Voilà, c'est une escroquerie. Alors nous, quand on est à Paris, on entend un truc pareil, on est quand même un peu troublé, quoi. Et puis, les Belges étaient très contents d'entendre ça, les ennemis de la psychanalyse aussi, voilà, c'est une escroquerie, quoi. On manipule les patients, on change les mots, on comprend autre chose, ils ont dit quelque chose, on leur dit autre chose, c'est l'interprétation, vous avez dit ça, mais en fait ça veut dire ça, voilà, c'est un gros ça. Et puis en plus, quelques temps après, il revient en France, et on lui fait la remarque quand même, il pourrait être un petit peu prudent, quoi. Il dit oui, mais c'est pas n'importe laquelle, c'est pas n'importe quelle escroquerie. Bon, on reste là-dessus, et puis il continue, il en rajoute des couches, plusieurs couches. Elle est intransmissible. La psychanalyse est intransmissible. Donc on ne peut pas enseigner la psychanalyse. Ça ne sert à rien d'enseigner la psychanalyse. Il n'y a pas de formation des psychanalystes. Parce que partout dans les institutions, formation des psychanalystes, il n'y a que des formations de l'inconscient. Voilà, encore un jeu de Lacan qui nous fait basculer dans notre registre. Autrement dit, pour devenir psychanalyste, puisque c'est le thème de mon séminaire, ben, il faut d'abord faire une psychanalyse. Ça, c'est un impératif absolu, c'est dans Freud, et quiconque ne fait pas d'analyse, ben, il n'ira pas loin comme analyste, même s'il s'installe comme analyste. Parce que les analysants se chargeront de lui faire la peau, ne vous inquiétez pas là-dessus. Hein. Quand ils ont affaire à un charlot, ça va très mal, très vite. Alors, voilà, déjà ça. Ensuite,
il continue. Bon, elle est intransmissible. Il a passé sa vie, soi-disant, à faire un enseignement. Elle est intransmissible. En 78, il dit ça. C'était un congrès sur la transmission de la psychanalyse. Alors tout le monde s'est exprimé, moi aussi j'avais fait un truc, pour montrer comment on leur avait transmis la psychanalyse et comment ils étaient des transmetteurs de la psychanalyse. Et à la conclusion, il y en a un transmissible. C'était tout le temps comme ça. Tous les congrès, c'était nul, tout ce qu'il avait entendu, il n'en pouvait plus, tout était toujours comme ça. Alors, il dit oui, elle est intransmissible, et en 75, il va à Milan. Alors pareil, il est en Italie, à l'étranger, il va à Milan, et il dit qu'au fond, que dans sa descendance, on ne parlera plus du psychanalyste. Donc vous voyez l'espoir de devenir analyste, il dit on ne parlera plus du psychanalyste. Et moi je pense que ce qu'on entend actuellement dans le monde, même dans les institutions analytiques, hein, peut-être qu'on ne parle plus de l'analyste. Hein. Peut-être qu'on n'en parle plus, on parle d'un personnage qui est bardé de savoir, qui a tout lu, qui parle plusieurs langues, qui s'habille bien, qui gagne de l'argent, qui fait des tas de choses comme ça, mais qu'on ne parlera plus du psychanalyste tel que Freud était, tel que Lacan était aussi. Je pense qu'eux, ils étaient analystes. Alors, la chose se pose la question de savoir, est-ce que Freud a fait une analyse? Non. Freud n'a pas fait d'analyse, malgré que un analyste français, qui était alors le mari de, comment elle s'appelle? Manoni. Oscar Manoni. Oscar Manoni. Il a écrit l'analyse originaire, hein, et pour dire qu'il avait fait une analyse, et tout spécialement une analyse avec toujours les noms. Comment il s'appelle celui-là, celui qui fait les relations entre lui et fils. Il n'a jamais fait. Ils avaient un échange de lettres. On n'en a qu'une partie. Est-ce que c'est celle que lui il écrivait, ou est-ce que c'est celle. Qu'est-ce qu'on a? On a celle qu'il a lui écrit, il les a gardées, mais on ne sait pas ce que. Ou le contraire. C'est le contraire, c'est quoi? Je me souviens plus. Non, on a celle de Moi, ça m'a Freud. fait chier de dire ça. On a celle de Freud. Hein? On a celle que Freud a écrite. Celle que Freud a envoyée. Lui, il gardait des archives. Donc, on ne sait pas ce que l'autre répondait. Mais il faut comprendre le contexte de l'époque. Hein. C'est quand on est dans une. Quand des disciplines apparaissent, on essaye de trouver des liens de travail, et on peut se mettre à travailler avec un délirant pas possible, parce que simplement, il vous écoute un peu, et Freud, il était quand même absolument tout seul. Hein. Freud, il avait une grande carrière qui l'attendait. Il était neurologue, il avait découvert les vertus de la cocaïne, il a laissé tomber. Il a laissé tomber parce qu'il était en train de chercher autre chose. Il ne voulait plus entendre parler de Charcot, parce qu'il disait Charcot hypnotise, c'est de la suggestion, et ça ne va pas. Il était révolté contre l'idée qu'on puisse influencer quelqu'un pour lui faire des trucs. Levez un bras, mettez-vous sur un pied, dormez, faites ça, faites ci, faites ça. Donc il était dans une recherche très difficile, et puis il n'avait pas d'argent, Freud. Hein. Toute sa vie, il a eu des problèmes d'argent, et il a rencontré des mécènes qui lui ont donné de l'argent, dont Marie Bonaparte. Ce qui explique pourquoi elle a eu une telle influence dans le milieu analytique, parce qu'elle lui a donné beaucoup d'argent pour qu'il puisse vivre à peu près décemment, mais son début de carrière était très difficile, il faisait des visites à domicile, il avait des gros problèmes. Ça, il a toujours eu des problèmes d'argent. Mais il a tenu le coup, il n'a pas cédé sur son désir. Alors, on continue. Lacan, bon, donc, vous avez compris, une escroquerie. Deuxième truc, il va à Bordeaux, on ne sait pas aussi pourquoi il dit ça à Bordeaux. La civilisation, c'est les goûts. Donc ça va avec l'idée que l'inconscient, c'est la politique. Donc la civilisation, c'est les goûts. Il a raison. Mais il est allé beaucoup plus fort que ça. Il dit que les seules traces que laissent les hommes sur la Terre, c'est des montagnes de coquilles d'huîtres. C'est-à-dire que ce n'est même pas des monuments, c'est que quand on a une montagne de coquilles d'huîtres, on est sûr qu'il y a eu des hommes. C'est même pas une tombe,
Parce que chez les savants, on trouve une tombe, on dit bon c'était des humains. Mais nous, quand il y a des coquilles d'huîtres, donc ça fait des siècles et des siècles et des siècles, on ne sait pas à quel moment l'homme est apparu. On ne sait pas quelle est l'origine du langage. Hein. C'est ça qu'il faut dire. C'est-à-dire que le langage, on est les seuls animaux parlants, on ne sait pas d'où ça vient. Et ça a toujours été là, de toujours. Il n'y a pas de pensée sauvage. Les sauvages, ils pensent comme nous, ils n'ont pas les mêmes objets, mais ils pensent comme nous, ils ont des trucs comme ça. Mais l'origine du langage, on ne sait pas d'où ça vient. C'est un truc comme ça, on ne peut pas expliquer ce que c'est. Alors, on peut observer chez les nourrissons, par exemple, comment ça se transmet. Ça, je vais le dire un petit peu. Comment ça se transmet? Eh bien, un nourrisson, il faut le savoir, au moment de sa naissance, dans les 2 heures qui suivent, il sait comment il s'appelle. Il reconnaît que dans son entourage, on le désigne par un nom. Et c'est vrai que c'est une des premières choses qu'on dit de l'enfant. Comment va le chirurgien, l'obstétricien, quand il sort l'enfant et qu'il le présente à la mère, il le met sur le ventre de la mère, on lui demande toujours comment vous allez l'appeler, garçon ou fille. En général, on donne le nom et le nourrisson, dans les 2 heures, il sait comment on l'appelle et il sait déjà qu'on parle. C'est des observations qui ont été faites par les analystes, pas par les médecins, par des analystes, qui ont repéré dans les maternités que c'était différent. Un enfant qui était entouré par un groupe de soignants qui parlent, c'est pas le même que ceux qui les mettent dans des trucs de réanimation. Les enfants qu'on met sous cloche parce qu'ils ne peuvent pas vivre, on est obligé de les réanimer, et ben ils ont un sacré handicap dans la vie. Donc ils s'imprègnent de la langue, et ils s'imprègnent de la langue maternelle, c'est ce qu'on appelle la langue maternelle. C'est-à-dire qu'ils s'imprègnent de celle qui les nourrit, parce que c'est quand même en général la mère qui lui donne la tétée, c'est rarement un homme, ça va peut-être arriver un jour, mais enfin pour l'instant c'est pas comme ça. Et donc ils s'imprègnent de la langue, et puis il y a le stade du miroir. Lacan parle du stade du miroir, qui se situe entre 6 mois et 18 mois. C'est-à-dire le moment où le sujet, comment il va faire? Le stade du miroir, c'est pas simplement une question d'image, c'est qu'il réalise son corps à travers une image. C'est-à-dire qu'il a de son corps une image consistante. Et Lacan dit que ça se développe entre l'âge de 6 mois et 18 mois. Et pour lui, c'est plutôt du côté de 6 mois. C'est-à-dire qu'au bout de 6 mois, l'enfant humain, il dispose de tout son appareil psychique comme un adulte. De tout son appareil psychique, ça fonctionne. Bien sûr, il y a des variations, bien sûr, mais c'est comme ça. Hein. Et on peut l'observer à partir de là. Alors, où est-ce que j'en suis? Et puis, dans un second temps, il va arriver vers l'âge que l'on appelle l'âge de raison, hein, vers les 6-7 ans, où on commence à devenir bête, parce que forcément, comme on parle plus, on n'a plus le droit de parler la langue maternelle, on est obligé d'apprendre la grammaire, les vocabulaires, l'orthographe, toute une série de choses qui font que, enfin, on se met à parler la langue de notre contrée. Hein. Ce n'est plus la langue maternelle originaire, c'est la langue de notre contrée. On parle le français, tout ça, et donc on peut rentrer dans le monde, faire des études, s'installer, tout ça. Donc, moi je vous dis ça parce que c'est comme ça qu'il faut que vous fassiez attention. C'est-à-dire qu'il faut que vous commenciez à le lire ou à l'écouter, parce qu'on dispose quand même de 12 ans d'enregistrement qui sont de qualité correcte, pour l'entendre parler, pour voir comment il manie ses mots, comment il hésite, comment c'est difficile, comment il avance, il hésite, il revient, il se contredit. C'est pas du tout un truc linéaire comme dans le discours universitaire, c'est quelque chose c'est très difficile à entendre. D'ailleurs ça vous fait dormir, parce que vous finissez par dormir, c'est pas désagréable de s'endormir en écoutant Lacan. Je vous le dis parce que moi j'ai fait des expériences comme ça. Bon, alors, j'en suis là maintenant. Donc, Bordeaux, la civilisation c'est les goûts, donc pas très sympa. Et il dit aussi qu'au fond, si les Romains savaient comment nous vivons, nous actuellement, nous les êtres, comment on est nous, ils seraient bouleversés d'horreur. Hein? Moi déjà, j'ai connu une vie autre,
mais quand je sors de chez moi, parce que là au moins j'ai un abri, quand je sors en ville, là j'ai voyagé récemment à Barcelone, effectivement, ben, moi j'étais assez bouleversé d'horreur de voir ce que je voyais. Je ne me rendais pas compte que c'était comme ça. J'étais complètement dépassé par les trucs, c'est invraisemblable, invraisemblable. Je ne sais pas si ça vous fait ça comme effet, moi ça me fait cet effet-là. Sauf que, effectivement, la jeune génération actuellement me semble avoir compris quelque chose et ils sont plus comme nous. Nous, quand on était des gens de mon âge, adolescents, tout ça, on était assez méchants finalement. Eux, ils sont beaucoup plus tolérants, on a l'impression qu'eux, ils croient à un avenir. Alors que, autour de mai 68 et de la suite, on était très nombreux à penser que c'était fini, quoi. Parce que Lacan, il dit que de toute façon, le discours capitaliste marche tellement bien qu'il consume tout et que ça se réglera pour des raisons démographiques. C'est-à-dire qu'il ne parle même plus de la bombe atomique. C'est-à-dire qu'il y aura tellement de monde sur la planète que ça se résorbera et puis terminé. C'est ce qu'il dit. C'est pas très encourageant. Hein. Donc, analyste, on n'en parlera plus. Le truc démographique, c'est quand même pas rien. Et il dit, bon, la civilisation c'est les goûts, et puis il dit, tous tant que nous sommes, ce que nous désirons vraiment, c'est la mort. Il nous dit ça, c'est ça qu'on désire. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que le désir, c'est la pulsion de mort, si on peut parler de pulsion. Et la jouissance, c'est la vie. C'est-à-dire qu'un corps c'est fait pour jouir, c'est ce que dit Marx d'ailleurs, un corps c'est fait pour jouir, c'est du côté de la vie. Alors que Freud disait le contraire. Il disait que le désir, c'était le principe de plaisir, et la jouissance, c'était un mal. Parce que quand la jouissance entraîne le mal du prochain. C'est-à-dire que quand vous jouissez du prochain, et j'ai eu comme ça le témoignage d'un truc intéressant d'ailleurs, c'est quelqu'un, c'est dans le monde capitaliste, qui est très écouté par les capitalistes, qui fait des conférences dans le monde entier. À un moment donné, il dit, mais comment ça se fait que vous nous parlez du capitalisme et tous ces trucs-là, et vous n'avez même pas de téléphone, vous n'avez aucun truc comme ça, vous n'en avez pas, vous. Il dit, parce que je vais vous dire une chose, lui il dit ça, ils l'ont écouté les autres, il dit, parce que dès qu'on a un iPhone, ça veut dire qu'on travaille pour quelqu'un d'autre. Et vous le savez bien que c'est comme ça, hein. On travaille pour quelqu'un d'autre. Du coup, moi je vous dis tout le temps mon téléphone, pour l'instant, je ne peux pas m'en passer, mais ça va m'arriver comme ça. Ça va, là, pour l'instant, je peux continuer sur cette pente-là. Alors, les coquilles d'huile, j'en ai parlé. Et il nous dit, bon, alors face au capitalisme, en tant qu'analyste, parce qu'il s'adresse aux analystes, quand il n'a jamais cherché à donner des modes de vie aux autres disciplines, lui, il enseigne la psychanalyse, c'est ça. Il n'a jamais dit qu'il fallait faire comme ça, il s'en fout. La psychologie ne l'intéresse pas du tout parce qu'il la méprise, mais parce que tout simplement, ils n'ont pas les mêmes structures que nous. C'est pour ça qu'on ne parle pas de psychologie. Bien sûr, on la critique, mais en même temps, on ne parle pas de psychologie parce que ce n'est pas les mêmes structures. Or, qu'est-ce que vous voyez apparaître actuellement dans les facultés? C'est qu'il y a des départements de psychologie qui veulent enseigner la psychanalyse. Donc il y a des psychanalystes qui vont à l'université pour essayer d'enseigner la psychanalyse dans des départements de psychologie. Vous voyez le bordel que ça peut représenter, et vous le savez très bien, ceux qui vont à l'université, parce qu'ils veulent absolument, et ils ont raison, ils veulent le diplôme de psychologie, puisque petit à petit, il est probable qu'en France, un jour, on va obliger les gens, ça se passe en Italie, ça se passe, je crois, je ne sais pas si c'est en Belgique, en Espagne, je ne sais pas non plus. En tout cas, un jour, il va y avoir une loi qui va obliger les gens, pour exercer la psychanalyse, à être psychologues. Donc, les gens, ils sont obligés de s'inscrire à la faculté, et ils sont obligés de se farcir un enseignement qui n'a aucun sens, parce qu'ils ont besoin du diplôme. Les médecins, c'est tranquille, parce que les médecins, vous savez, c'est quand même une profession tutélaire. C'est une figure de l'humanité, le médecin. Donc, les médecins, ils passent à travers tout, hein, toujours. Et donc, un médecin, il peut tout faire. Hein, moi j'envisage mon avenir, je ne sais pas comment. Peut-être que je serai coach, je ne sais rien. Coach sportif. Médecin, coach sportif, je donnerai des conseils, parce que c'est difficile d'être analyste. Vous savez, c'est très difficile. Très difficile. Hein. Vraiment, on entend des trucs... bon, enfin, j'insiste pas, mais voilà. Donc,
Vous allez à la faculté et vous êtes obligé pendant 2-3 ans de vous farcir des trucs. Puis ils sont très méchants, les psychologues. Hein. Les psychologues à l'université, d'après ce que j'entends sur les divans, ça n'a pas l'air d'être marrant. Hein. Et puis bien entendu, les jeunes qui font des analyses, qui commencent à lire un peu la psychanalyse, ils essayent de temps en temps d'intervenir, mais ils se font casser la gueule. Parce que la plupart des étudiants à l'université, ils croient à la psychologie. Il y a quelques égarés qui veulent devenir analystes et qui passent par une voie obligée qui est insupportable. Moi, de mon temps, c'était pas comme ça. Même la psychiatrie, moi, je suis psychiatre, mais j'ai jamais étudié la psychiatrie. On m'a jamais emmerdé. Parce que la psychiatrie, c'est pareil. C'est pas de la médecine, la psychiatrie. Il y a que les psychiatres qui veulent faire croire à tout le monde qu'ils sont médecins. Ils sont médecins, bien sûr, ils ont le diplôme. Mais la psychiatrie, ça n'a rien à voir avec la psychanalyse. La médecine, la psychanalyse, elle a à voir à faire avec la médecine. Et Lacan disait qu'il se considérait comme un missionnaire de la médecine. Autrement dit, qui voulait dire aux médecins, vous vous occupez du corps malade, du corps qui meurt. Les médecins, ils s'occupent du cadavre. Quand vous allez chez un médecin, vous allez bientôt mourir. Ils ne pensent qu'à ça. Hein. Bon. Alors que c'est pas ça tout à fait. Nous, on leur dit, écoutez, d'accord, enfin, il n'y a pas que le corps malade, il y a le corps qui jouit. La psychanalyse, elle a une conception du corps. C'est Marx qui le dit, un corps c'est fait pour jouir. Alors, la psychanalyse, elle ne parle pas du corps mort, elle parle du corps jouissant. Seulement, on ne sait pas ce que c'est que la jouissance. Personne ne sait ce que c'est. On ne comprend pas ce que c'est que la jouissance. Apparemment, dans le monde animal, ils ne jouissent pas tellement, les animaux. Hein. Dès qu'ils ont faim, ils mangent, mais ils ne jouissent pas tellement. Vous regardez un lion et une lionne, ça ne va pas loin. Hein. C'est rare de voir les ébats comme ça et d'autres animaux. Nous, on passe des nuits et des journées entières au lit à faire on ne sait trop quoi pour essayer de jouir mieux, enfin tout ça. Bon, donc le corps de la jouissance. Mais alors là, je vous dis un truc nouveau que j'ai découvert, moi, parce que j'ai essayé de comprendre un peu les choses, c'est que il est en train d'émerger actuellement, par le biais, disons, de la numérisation, c'est-à-dire le truc le plus dangereux du XXe siècle, la découverte la plus dangereuse du XXe siècle, c'est pas la bombe atomique, c'est la machine à calculer. Hein? Parce que les trucs chinois, les nœuds, les machins comme ça, ça restait à une dimension humaine. Tandis que là, la machine à calculer permet de numériser le monde, de numériser tout ce qui se passe, et donc ça prend une expansion telle que nous, on est complètement, numérisé. Quoi. En gros, c'est ça. C'est-à-dire que vous vous présentez à un guichet, vous êtes dit, voilà, je m'appelle Patrick Vallas, et tout, on ne vous croit pas. Hein. Il faut que vous prouviez que vous êtes bien Patrick Vallas, alors qu'autrefois, il suffisait de venir et puis de signer un truc, maintenant on ne peut plus. Donc, ce qui est en train de se découvrir actuellement, c'est du côté justement des sports. Voilà, je vous dis ça comme ça parce que le sport le plus populaire du monde, qui mobilise le plus de monde, c'est le football. Et les footballeurs sont entraînés comme des robots. Et les pilotes de Formule 1, pareil. C'est-à-dire que pour pouvoir piloter une Formule 1 c'est signifiant maître, hein, majeur. C'est le sport le plus pointu qui existe dans le monde. Un pilote de Formule 1, il est maintenant entraîné avec des machines qui lui permettent d'abord d'avoir plus de force physique, de mieux voir, de ne pas s'angoisser, c'est-à-dire que le type, il se plante à 250 à l'heure et un quart d'heure plus tard, il est dans une nouvelle voiture et il continue le truc. Hein. Et alors, ça ces gens-là, il y a des salles de sport qui se multiplient partout en France. Moi, j'en fréquente une, donc je peux vous dire que c'est comme ça. Hein. C'est des machines qui vous programment. Olivier Douville, il est venu, il sait que c'est comme ça que ça se passe. Hein. Et c'est des machines, vous avez un bracelet qui est programmé, et vous le mettez devant un truc, quand vous asseyez sur un truc pour vous faire les pectoraux, les machins comme ça, qui se met à votre taille, qui calcule ce que vous êtes capable de faire, la force que vous pouvez développer, qui vous fait passer des tests, et si vous faites toute la série des trucs, tous vos muscles vont être rééduqués, et puis ça a des résultats invraisemblables.
C'est-à-dire qu'eux, ils s'occupent, c'est les premiers à s'occuper du corps vivant. Hein? Alors, ils sont intéressés par la psychanalyse parce que les coachs, ils ont une approche quand même, ils sont très gentils. Les coachs, ils sont très gentils. Les gens sont des gens très gentils. C'est des types qui mesurent 2 mètres de haut, qui sont des colosses, des montagnes comme ça, qui sont très gentils. Et en fait, c'est une résurgence, pour moi, hein, des hoplites, vous voyez, c'est-à-dire les guerriers dans une cité qui étaient au premier rang quand il y avait le choc entre 2 armées. Les types qui étaient devant, c'était les hoplites. Ils se mettaient pour empêcher. Alors les armées se chargeaient, et puis celui qui tenait le coup, il bousculait l'adversaire, et puis on pouvait gagner la bataille comme ça. C'est ce qui s'est passé. Socrate était un hoplite, et il a sauvé Alcibiade, qui avait été blessé, qui était un colosse gigantesque. Il l'a porté, il l'a emmené à l'arrière pour qu'il soit soigné. Ils sont devenus amis toute la vie. Vous savez ça, vous connaissez ça, hein? Je vous le dis comme ça, parce que c'est des choses qu'il faut savoir. Donc, il y a une discipline qui est en train de se développer, qui s'occupe du corps vivant. Et c'est pas du tout du bodybuilding, ils vous refont un corps. Et moi je vois dans le truc où je vais, maintenant j'y vais régulièrement, des femmes qui arrivent grabataires ou dans des chaises roulantes, 15 jours après elles sont debout, elles viennent à pied. Hein, Olivier? Tu as vu, hein, ça? C'est mieux que Lourdes. Olivier, il venait au début, il est venu, je l'avais invité, il est venu, et maintenant, quand il fait des exercices, en 1 heure, il déplace presque 10 tonnes de fond. 10 tonnes. Oui, mais jamais leur place. Il déplace 10 tonnes. C'est vrai, non, hein? Oui, je les range après. Donc, il y a ce truc, il y a un nouage qui est en train de se faire. Alors peut-être que c'est une promesse pour l'avenir. Il y a un nouage qui est en train de se faire entre le corps vivant, celui-là, le nouveau corps, qu'on est en train d'étudier, parce qu'il ne s'agit pas de bodybuilding, hein, il s'agit d'autre chose. D'ailleurs, eux, il faut pas faire des exercices difficiles, il faut travailler la beauté. Alors, ils ont comme référence ultime la danse. C'est-à-dire que les mouvements doivent être harmonieux, réguliers, et on cherche à la beauté. Vous savez que la beauté, c'est la dernière barrière avant la mort. Hein. C'est pour ça qu'on est attiré par la beauté, parce que au moins ça habille la mort. D'ailleurs, il y a la mort. Alors, je me laisse aller. Alors, je continue maintenant parce qu'il faut que je sois plus sérieux. Donc, la civilisation, c'est les goûts, et puis, tous on désire la mort. La mort, comme dit Lacan, c'est du chiquet. C'est du chiquet, voilà, il dit c'est du chiquet. Et alors, voilà, donc, pour lui, il dit qu'au fond, ce monde n'est pas celui, disons, n'est pas celui de quoi, attendez, il faut que je donne de la bonne citation pour ne pas me tromper. N'est pas celui de la carte du tendre, qui avait une fonction sociale très importante, ni celui de la princesse lointaine. Pour les hommes, la princesse lointaine, c'est comme la femme, elle n'existe pas. C'est comme ça, hein, on n'y peut rien. Hein. Il faut savoir que, donc ce qui nous attend, c'est pas marrant, hein, c'est pas marrant. Donc, les coquilles d'huile, je vous en ai parlé. Et maintenant, il dit que la psychanalyse, elle est coincée entre la science et la religion. Voilà. Il y a 3 disciplines qui sont nouées boroméennement. C'est noué boroméennement, c'est-à-dire 3 nœuds, 3 ronds qui sont noués de telle sorte, c'est la propriété borroméenne. Quand vous coupez un rond, les 2 autres sont libres. Donc, la religion, la science et la psychanalyse sont nouées borroméennement. Si vous supprimez la psychanalyse, la religion et la science se séparent. Si vous coupez la science, c'est la religion. Vous regardez vous-même les ronds, parce que je ne me retrouve pas là-dedans, moi, de toute façon. Donc, nous, quelle est la tâche qui est dévolue aux analystes par rapport à cette histoire? Eh bien, eux, il faut qu'ils contrent le réel de la science. Le réel que la science découvre, il faut que les psychanalystes le contrent. Il faut qu'ils aillent contre ça. Par exemple, il faut que nous allions contre les gadgets. Parce que on voit qu'actuellement, maintenant, c'est plus l'iPhone qui est le gadget, c'est nous qui sommes le gadget de l'iPhone, vous savez bien. On est devenus les gadgets de l'iPhone. Hein, c'est clair, tout le monde est il suffit de regarder dans le métro, tout le monde est en train de regarder. Alors, comment faire avec ça? C'est ça, alors, ensuite,
la religion, il faut faire très attention à la religion, et Lacan il est très précis là-dessus. Il dit qu'il ne faut pas déconner avec la religion. Surtout la religion. Alors là, il la désigne carrément, c'est la religion catholique, parce que pour lui, c'est la vraie religion. Pourquoi c'est la vraie religion? D'abord parce qu'elle le dit. Hein. Déjà, elle dit qu'elle est la vraie religion, c'est la seule qui dit ça. Hein. Elle est la vraie religion. C'est pour ça qu'il y a eu les massacres, tous ces trucs qui se sont passés dans l'histoire, c'est la vraie religion. Donc ceux qui ne sont pas... C'était comme ça au début de la religion catholique, on tuait les autres. Hein. C'est la vraie religion, et effectivement, les analystes, il faut qu'ils fassent attention parce qu'ils sont protégés par la religion. Or, nous, qu'est-ce que nous devons démontrer quand nous sommes dans notre discipline et à nos collègues? Il faut démontrer qu'on est des vrais athées, qu'on est athée. Et ça, c'est... Alors Lacan dit que, vous savez, démontrer qu'on est athée, c'est très très difficile. Les vrais athées, ce sont les théologiens du Vatican. Sachez-le quand même. Ceux-là, ce sont les vrais athées. Nous, on est un peu croyants, quoi, hein. On est toujours un peu croyants, on est un peu dans la religion. Donc, pourquoi? Parce que la religion, elle a cette fonction de donner un sens aux découvertes de la science. C'est vrai, par exemple, la procréation assistée, toutes ces choses-là ont été reconnues, alors qu'autrefois c'était interdit absolument, ont été reconnues par la religion, qui a considéré que les greffes d'organes, vous comprenez maintenant, si vous n'avez pas sur vous un papier, comme quoi vous dites je ne veux pas qu'on me greffe d'organes, eh ben, si jamais vous avez un accident de voiture et vous mourrez, vous allez arriver, les ambulances vont arriver, et puis ils vont vous piquer tout ce que vous avez dans le corps. Puis ils rendront le cadavre à la famille, comme ça. Moi, je n'ai pas envie qu'on m'arrache le cœur ni rien. On ne sait jamais si dans l'au-delà, on est la résurrection des corps. Moi, j'ai peut-être envie de tout récupérer quand il y aura la résurrection des corps. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois la chose. Alors en plus, Lacan, c'est vachement gonflé parce qu'il dit ça à Rome. Alors, pareil, en plus de ça, il nous moule. Congrès de psychanalyse à Rome, la troisième, la fameuse troisième. Il dit, voilà, il parle de la religion, il dit, c'est la foire, c'est l'archi-raté, et l'autre, c'est je n'ai pas très bien compris. Alors, il y a la foire, la charité, le troisième terme, c'est quoi dans la L'espérance. Quelqu'un connaît? L'espérance. Et Espérance. L'espérance. Attends, j'entends pas bien. L'espérance. Alors l'espérance, alors là c'est l'espérogne, un truc comme ça, il dit un truc comme ça. Donc, il s'adresse à la religion pour le dire c'est la foire, l'archi-raté et l'espérogne. Voilà, trois termes. Donc, ridiculise la religion, tout en disant faites attention parce qu'il faut les ménager. Il y a eu beaucoup de gens défroqués qui sont venus à l'école freudienne d'ailleurs. Hein. Alors, bon. Ensuite, alors vous voulez devenir... alors ensuite, il continue lui. Donc, il faut démontrer qu'on est des vrais athées. Il considère qu'on ne sait pas le faire. Lui, il pense qu'il démontre qu'il est un vrai athée. C'est pas sûr encore. C'est pas sûr. Parce qu'il a écrit une lettre à son frère pour lui demander d'intervenir auprès du Vatican pour que le Vatican lui donne l'autorisation d'annuler le divorce qu'il a eu avec sa première femme. Donc, pour un athée, c'est quand même bizarre, hein, comme truc. N'empêche que c'est comme ça que ça se passe. Alors, il continue, donc... les vrais athées, où est-ce que j'en suis, oui. Moi, je suis en train de faire le chemin signifiant, là. Hein. C'est cette voie que j'ai empruntée. Moi, je ne vais pas aller chercher, parce qu'il y a d'autres voies. Vous pouvez étudier les philosophes, vous pouvez étudier la science. Moi, c'est comme ça que j'ai suivi Lacan, parce que ça m'a intéressé, ça. C'est ça qui m'a intéressé. Ils disent des choses comme ça. Et il dit que la passe, alors ce qu'il appelle la passe, on ne va pas le développer aujourd'hui, mais on la reprendra, c'est que c'est un fait de structure qui se produit dans la cure, pour chacun, ça peut être pour chacun, qui fait qu'à un moment donné, cette personne qui était une analysante ou un analysant va décider au sens fort du terme, pas au sens d'envie, mais au sens fort du terme, de devenir psychanalyste. Et ça, Lacan, il ne comprend pas. Il dit mais c'est un métier, c'est vrai, c'est une profession abjecte d'être psychanalyste. Voilà ce qu'il dit. Et moi, je suis d'accord avec ça, c'est une profession abjecte. C'est abject. C'est abject au sens de l'objet. Parce que le psychanalyste,
se présente dans la cure comme étant l'objet cause du désir de l'analysant. Vous vous rendez compte un peu le truc? C'est-à-dire que vous êtes l'objet cause du désir d'une analysante ou d'un analysant, tout le temps. C'est impossible à tenir ce truc. Alors, lui, bon, il fait faire l'expérience de la passe, qui a été une expérience très difficile. Moi je l'ai faite, c'est très difficile la passe. C'est quelque chose de très difficile. C'est d'autant plus difficile que vous n'êtes pas obligé de la faire, mais si vous la faites, vous êtes obligé de passer par des chemins très douloureux. Bon, enfin, peu importe, c'est pas ça l'important. Il finit par dire, mais dès la première fois où cette expérience a été faite, que c'était un échec. Et il a passé son temps à dire que c'était un échec, mais il faut continuer. Hein, c'est un échec, il faut continuer. Et puis à la fin, il a dissous son école. Parce que, comme la passe était un échec, l'expérience de la passe, qui est au-delà de la cure, c'était un échec, il a dissous son école, qu'il appelait, lui, d'un seul mot, monécole. M-O-N, monécole. C'était monécole, il a dissous, et vous savez, les suites de la dissolution, c'est la dispersion de tout le monde, et donc les différents, ceux qui se disent les élèves de Lacan, il n'a pas d'élèves, Lacan. Il n'a jamais eu d'élèves. On n'est pas élève de Lacan, il n'a pas d'élèves. Ben, finalement, ils se sont dispersés, ont créé à droite, à gauche des institutions, et moi qui les connais bien, toutes ces institutions, je vois bien qu'ils sont plus dans la trace, ils sont plus dans la trace freudienne. Parce que Lacan, il a toujours dit qu'il était freudien. Et il le dit d'une façon explicite à un séminaire, dans une phrase très belle, il dit « Marx, Lénine, Freud, Lacan ne sont pas couplés dans l'être, mais c'est par la lettre qu'ils ont trouvé dans l'autre supposé qu'ils procèdent deux par deux. » Voilà. Donc, il explique, lui qui n'aurait pas fait de cure, qu'il a fait sa cure en étudiant Freud. Vous voyez ce que je veux dire? Le couplage qui s'est produit, c'est compliqué à comprendre, hein, ça. Freud et Lacan ne sont pas couplés dans l'être, vous voyez, le verbe être, mais c'est par la lettre qu'ils ont trouvé dans l'autre qu'ils procèdent deux par deux dans un autre supposé. C'est là exactement la structure même de la cure analytique. C'est-à-dire que l'analysant trouve ses lettres à partir de l'analyse, des interprétations de l'analyste. C'est lui qui produit les lettres, mais c'est l'analyste qui les relève. Il les relève tout simplement parce qu'elles lui sont étrangères, les lettres qui lui arrivent. Parce que les siennes, il les connaît, mais les lettres de quelqu'un qui lui apporte des lettres illisibles, il est sûr que c'est les lettres du type, hein, c'est pas les siennes. Donc il interprète ces lettres-là, c'est la structure même de la cure analytique, ça. Comme pas moyen de passer sans me suivre, pas moyen de suivre sans passer par mes signifiants, c'est aussi ce que dit l'analysant à l'analyste. Si tu n'écoutes pas mes signifiants, tu peux pas être mon analyste. C'est ça qu'il dit. Lui, il l'a dit dans un autre contexte, mais ça serpente dans son enseignement. Alors, comment on devient analyste? Je vais rester là-dessus aujourd'hui, parce que je vais rester aujourd'hui, mais je vais rester là-dessus. Ben, il dit, alors quand on demande à quelqu'un, comment vous êtes devenu analyste? Parce qu'il y a plein de gens qui disent, ben, moi, vous comprenez, j'ai fait une analyse, ça a duré 15 ans, je suis allé voir un grand Manitou, je suis allé voir Lacan, et donc je suis analyste, j'ai passé 15 ans sur son divan, et tout ça, c'est pas. Il dit, ils y viennent comme analystes, comme une boule dans un jeu de tric-trac. Vous vous rendez compte un peu le truc? Ils y viennent comme, ils ne savent pas comment ils sont devenus analystes. D'ailleurs, un homme ne sait jamais comment il a rencontré une femme. C'est le même truc. C'est le même truc. C'est-à-dire, comment un homme rencontre une femme? Les femmes, elles savent à peu près ce qui se passe. Mais les hommes, ils les rencontrent par hasard. Ils rencontrent une femme par hasard. Ben, dans l'analyse, au fond, c'est une position féminine. Pour une femme, c'est plus facile d'être analyste. Et il est bien connu que les femmes sont meilleures analystes en général, comme ça, si on prend ça au plan général, sont meilleures analystes que les hommes. Parce que les hommes, ils ont du mal avec ça. Ils ont du mal parce qu'ils ont un engin qui fait que ça les encombre beaucoup. Hein, écoutez, je vais rester là-dessus. Ils y viennent comme une boule dans un jeu de tric-trac. Il n'y a pas d'expérience dans l'analyse. Aucun analyste n'a d'expérience parce qu'une cure analytique, ce n'est pas une expérience. C'est toujours nouveau. Chaque cure est différente, donc il n'y a pas de gens qui ont de la bouteille et d'autres qui n'en ont pas. Le débutant, celui qui a le premier analysant qu'il a pris, il peut mener une analyse beaucoup mieux qu'un vieux de la vieille qui a vieilli sous le harnais, je ne sais pas quoi, comme ça, qui lui a une clientèle comme ça.
il est dénoncé ce type d'analyse-là, quand on disait que c'était les analystes à liste d'attente. Il n'y a pas de liste d'attente dans la psychanalyse. Quand quelqu'un vient vous demander une analyse, c'est toujours une urgence subjective. Et vous devez répondre à l'urgence subjective, et vous n'avez pas la réponse, puisque c'est lui qui l'a. C'est lui qui l'a, celui qui est venu vous demander. Bon, je vais rester là-dessus aujourd'hui. Je garde le reste pour la suite, pour ne pas vous décourager. Voilà. Il y a des... Il est 7h30, bon, on peut discuter un peu si vous voulez, ou bien on s'en va, on règle ça. Une question. Parce que... Prenez le micro, passez la rue. Non, c'est une question, en fait, c'est une question que je me pose Plus fort, j'entends ma petite. quand on entend la question du bébé. Et la question du bébé, de la naissance du bébé, la transmission du langage. Oui. Il y a une chose qui quand même fait objection à ça, c'est les sourds. Les sourds. Les sourds. Les sourds. Alors, et quand même, ils sont dans le langage. Oui. Et dès le départ, Et c'est impressionnant. je vais vous dire quelque chose de très précis là-dessus. Vous savez que Françoise Laborie, qui est la grande spécialiste de ces trucs-là, elle fait parler des sourds muets. C'est mondialement connu. Elle a publié des cas où des sourds muets qui étaient incurables, elle les fait parler. Elle a inventé une méthode, je ne sais pas comment elle travaille, une amie, je ne sais pas comment elle travaille, mais elle fait parler des sourds muets. Elle avait une fille qui était sourde-muette, qui a fait une carrière d'actrice. Oui, Emmanuel, par exemple, elle choisit, oui, elle parle, elle refuse de parler. C'est pas le langage des gestes. Hein, non, elle refuse, justement, elle parle le langage des signes. La langue des signes, moi je la connais. Elle parle la langue des signes. Elle refuse parce qu'elle a été obligée à oraliser, parce qu'à un moment donné, on obligeait les sourds à oraliser. Oui. Et en fait, même François Solto disait, c'est pas leur langage, c'est-à-dire qu'il y a un sourd, un langage qui est propre, qui est la langue des signes, un sourd profond, je ne parle pas de malentendant. Et il y a quand même quelque chose, puisqu'on ne les voit parler la langue des signes, il y a des choses qui se transmettent. Oui, non, on ne les voit pas, non. C'est une langue à part entière. Non, mais attention, parce qu'il faut bien distinguer la langue, comme l'écrit Lacan en un seul mot, et le langage. Alors, par exemple, la langue, c'est la lalation. C'est-à-dire que l'enfant, moi j'ai une vidéo que j'avais mise d'ailleurs sur Facebook à l'époque, qui était très impressionnante, où il y a une femme qui spontanément se met à répondre à son bébé en lalation. Et donc ça parle, c'est-à-dire que c'est la langue, c'est pas le langage. Parce qu'après, le langage, il faut apprendre le vocabulaire, il faut apprendre la grammaire, il faut apprendre la syntaxe. Est-ce qu'on ne peut pas parler d'une langue du geste? C'est-à-dire que même la mère qui touche son enfant est en train de lui transmettre des choses de l'ordre de la langue, même si elle n'est pas sonorisée. Il y a des signifiants qui se transmettent dans la gestuelle. Alors, est-ce que dans la langue, je ne sais pas s'il y a des signifiants, parce que le signifiant, c'est une notion de la linguistique. Or, justement, pour Lacan, le langage n'existe pas. Il dit que c'est des élucubrations de savoir sur la langue maternelle, la fameuse langue maternelle. Et, curieusement, ça j'ai trouvé le truc, Freud l'a déjà dit ça, car la langue n'existe pas. Le langage n'existe pas, ce sont des montages artificiels, c'est tout. Je dis ça comme ça. Voilà. Oui, mais justement, la langue, oui. La langue en un seul mot, avec toute cette question de la lalation, de la musicalité qu'on transmet d'un rythme. Oui, la musicalité, voilà. Ça, la musicalité se transmet aussi par les gestes. C'est-à-dire qu'il y a la langue qui peut être transmise même à un enfant sourd. Oui. Mais ça résonne, un corps ça résonne de toute façon. Voilà, on n'entend pas forcément qu'avec les oreilles, on entend peut-être avec le corps, il y a des vibrations. Voilà, et c'est vrai qu'il y a des animaux domestiques qui comprennent mieux ce qu'on leur dit, les chiens en particulier, mais il y a d'autres animaux domestiques qui comprennent un petit peu, mais ils ne sont pas dans le langage. Mais c'est quand même des animaux domestiques, et Lacan fait une distinction très nette entre les animaux sauvages et les animaux domestiques, parce que les animaux domestiques, il n'y en a pas eu de nouveau depuis toute l'histoire de l'humanité. On n'a jamais pu inventer une nouvelle espèce animale domestique. Jamais.
Hein. C'est depuis toujours les animaux domestiques. Et Lacan les désigne comme des animaux en mal d'homme. C'est-à-dire apostrophe, mais en mal d'homme, voilà. Bon. J'aimerais revenir sur la passe. Sur la passe? Oui. Vous avez dit que c'était un fait de structure où à un moment l'analysant oui. veut devenir analyste. Oui. Et donc... Oui, prenez le micro parce que je n'entends pas bien. Oui. Ah, pardon. Oui, allez-y. Bon. C'était vos propos. Oui, hein. oui. Et en fait, moi je suis à la ligne. Hein. Oui. Je suis analyste. Oui. Je pense que je n'ai jamais, sauf à ne rien y comprendre, subi, je ne sais pas si je peux le dire comme ça, la passe. Oui. Or, à la ligne, on prend des airs extrêmement mystérieux pour remettre la passe, Oui. la remettre sur, je ne vais pas dire en activité, ce ne serait pas le bon thème, enfin quelque chose comme ça. Donc en fait, la passe, j'aimerais bien savoir si c'est le moment, effectivement, où l'analysant peut devenir analyste, mais s'autorise, ou si c'est le moment où il demande l'autorisation à ses pairs. Alors, non, mais là, il faut distinguer la chose. Quand je dis que c'est un fait de structure, ça veut dire que la passe, c'est le passage de cette position de l'analysant, c'est-à-dire comme sujet divisé, là, si on écrit le fantasme comme ça, et qui, à son insu, quand même, à son insu, mais pas sans en éprouver des émois et tout le reste, il passe à la position de l'objet, c'est-à-dire qu'il y a une destitution subjective de son côté, et puis son analyste, il est envoyé à la poubelle, en gros, hein, c'est le désêtre de l'analyste, mais ça ne veut pas dire que le devenir analyste dans la procédure de la passe, ou ailleurs, on devient analyste praticien. C'est pas ça le truc. C'est que ça démontre que c'est un fait de structure, c'est tout. Lacan disait, il a fait nommer des gens à eux, en disant, mais il ne pratiquera peut-être jamais la psychanalyse. Et ça s'est produit pour quelques personnes. Qui ont fait l'épreuve de la procédure. Alors la procédure, c'est vachement compliqué. Je vais tâcher de résumer ça en 3-4 phrases. C'est une blague. C'est une blague, en gros. Oui. Voilà, c'est-à-dire que le mot d'esprit, c'est structuré comme un mot d'esprit. Hein. Par exemple, je vais vous donner un exemple de Boris Vian. Comment enculer une mouche? Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Comment enculer une mouche? Et il répond, avec ou sans son consentement. Hein? Voilà un petit peu la structure d'un mot d'esprit très, très pointu, qui fait que dans la passe, il y a quelque chose comme ça. Alors bien entendu, ça a été dénaturé. Parce que Lacan a dit, s'autorise de lui-même, puis quand il sentait que ça ne collait pas. C'est un mot d'esprit. En gros, voilà. Vous tirez, comment ça se passait à l'école freudienne? Un beau matin, ou un mauvais matin, ça dépend pour chacun. Vous décidez, moi c'est comme ça que j'ai fait, j'ai décidé, je lui avais dit d'ailleurs depuis le début, moi je rentrerai dans votre école que par la passe. Ça il en a tenu compte. Ça je peux vous garantir que je ne suis pas rentré par une autre voie. J'aurais pu, hein. Donc à un moment donné, je lui dis, moi je veux faire la passe, puis n'hésitez pas une seconde. N'hésitez pas une seconde. Je suis allé donc tirer au sort 2 passeurs dans un chapeau chez Clavreul. J'ai tiré 2 noms. Il y en a un que je connaissais. Je me suis dit non, je ne vais pas aller lui raconter ma vie parce que j'ai pas envie qu'après il colporte sur la place publique tout ce que j'ai fait, donc je préfère pas. Parce que moi, mon idée, c'était, il faut quand même dire un peu ce qu'on a fait hein, dans la vie. Donc, on tire au sort 2 personnes qu'on ne connaît pas, lesquelles ne savaient pas qu'ils étaient dans une liste de gens qui allaient fonctionner comme passeurs. C'est-à-dire qu'ils sont désignés par leur analyste pour être passeurs. Donc un jour on leur téléphone, maintenant c'est plus comme ça a été dénaturé. Hein. Ils apprennent par vous-même, moi c'est ce qui m'est arrivé, j'ai téléphoné, je t'ai tiré, c'était un copain, je t'ai tiré comme passeur. Ah bon, je ne savais pas. Donc il est désigné, mais son nom n'apparaîtra jamais en public. Et puis il va vous recevoir pendant X temps, X fois, et puis il sera chargé de transmettre au jury, quand ça sera fini, quand vous, le passant, vous aurez décidé qu'il faut qu'il aille devant le jury, à ce moment-là, il disparaît de la circulation. Moi, je ne me souviens plus de mes 2 passeurs.
Il y en avait un, j'en ai parlé récemment, c'était un danseur mondain, il me posait des questions tout le temps, jusqu'au jour où je me suis dit, mais ce type-là me pose ces questions à lui, c'est pas mes questions. Donc il m'a brouillé, et j'ai dit, non, ça suffit, on arrête, entre nous c'est terminé, mais vous êtes d'accord pour aller témoigner devant le jury quand je le voudrais? Il m'a dit oui. Bon. Ensuite, une fois que c'est fait, vous voyez que en fait, la passe, vous racontez, votre vie se résume à un mot d'esprit. Hein. Tout ce que vous avez fait, on va dire c'est du chiquet, quoi. Hein. Vous avez, toute votre vie, vous avez fait absolument n'importe quoi, ou à peu près n'importe quoi, et puis maintenant vous devez devenir analyste parce que c'est le métier où justement on fait n'importe quoi, on interprète, on fait. Hein, c'est un peu comme ça, en gros. J'exagère, mais je caricature, mais c'est parce que c'est comme ça. Donc, c'est une structure de mots d'esprit, et évidemment, quand les passeurs vont raconter le mot d'esprit qu'ils ont entendu, le jury rigole. Hein, c'est ça. Quand on vous raconte un mot, vous rigolez, et donc il dit voilà, ben ça y est, il est nommé, il a fait la passe, puisqu'il arrive à réduire son existence à un mot d'esprit. Voilà, j'exagère un peu, mais vous comprenez la structure. Je comprends, hein? je comprends bien, mais... Alors ça arrive à beaucoup de gens, ça, qui n'ont pas besoin d'aller dans une procédure. Hein. Mais en réalité, c'est une sanction. C'est une sanction. Oui. Bah, c'est ça. Oui, parce qu'on c'est une torsion parce qu'on vous extorte ce que vous n'auriez pas dit à d'autres. On peut vous dire non, on ne vous accepte pas dans cette. Oui, bien sûr. Il y a de tout, le jury. On parle beaucoup ça de dépend. la passe et tout, là, c'est juste sanctionner un mec pour lui dire non, et puis il y a des gens qui traversent. Ou pas, hein. Il y a des gens qui traversent des expériences subjectives qui sont des effets de passe et qui peuvent éventuellement se dire analystes. Ils n'ont pas besoin de faire cette procédure. Ça existe. Il y a des gens qui vous racontent qu'à un moment donné dans leur vie, il y a eu une rencontre particulière qui a changé le cours de leur vie. Hein. Un type, par exemple, je ne sais pas, il y a des milliers d'exemples comme ça. Hein. Moi, j'avais un copain qui vivait comme c'était un voyou, quoi. C'était un voyou, il avait 16 ans, 17 ans, c'était un voyou. Puis un beau matin, il est parti au Maroc, il est allé dans le bled, et comme il avait une certaine culture, comme ça, il s'est mis à enseigner dans un bled où il n'y avait pas d'instituteur. Il est resté 4-5 ans là-bas, il est revenu en France, il était complètement transformé. Et à ce moment-là, il a mené une autre vie, assez riche, de trucs. Et moi, je me suis dit, ce type-là, voilà, il a connu une expérience comme ça. Il y en a d'autres qui vont... Donc, l'expérience de la passe, ce n'est pas une particularité de la psychanalyse. La particularité dans la psychanalyse, c'est qu'on a envie de le savoir. C'est-à-dire que le sujet accepte de faire part, c'est ce qu'on appelle le passant, faire part à un groupe humain de ce qui lui est arrivé. Et donc vous racontez votre vie à des gens que vous ne connaissez pas. Parce que l'analyste, à la limite, il ne va pas raconter votre vie à tout le monde. Hein. À part quelques-uns qui font des écrits comme ça, il faut être très prudent avec ça. Freud, on a reconnu tous les patients qu'il avait. Hein. Il a écrit des pseudonymes, on les a tous repérés. Bon, maintenant on est tellement nombreux qu'on s'en fout, quoi. Hein. On s'en fout, c'est pas grave. Mais ça peut arriver en dehors de cette procédure. La procédure, c'est simplement une institution qui propose un dispositif et qui vous met à disposition deux personnes qui seraient à peu près dans le même registre que vous, qui seraient au même moment que vous, non, la boule de tric-trac, vous savez, la boule qui reste en équilibre sur un clou, puis qui va tomber d'un côté ou d'un autre, et qui vont donc vous consacrer du temps pour transmettre ce que vous avez fait, et à ce moment-là, vous recevrez le titre d'AE qui veut strictement rien dire, analyse de l'école, et puis c'est terminé, vous êtes analyse de l'école pour l'éternité, merci, bravo et tout, ça sert à rien du tout, parce que ce n'est pas pour Lacan, ce n'était pas la preuve que vous étiez un analyste praticien de qualité, ça voulait dire simplement que vous aviez réussi une performance, pas une compétence. Ça ne qualifie pas une compétence, ça récompense une performance. Et une performance, des fois, on la fait une fois, puis pas deux. Mais, voilà. Mais en même temps, c'est un événement de la vie qui se répète. Ah, quand on est tombé dans le trou, on y retourne tout le temps dans le trou. Parce que le trou, parce que c'est un trou, en fait. Hein, le passage. C'est pour ça qu'on parle du passeur et du passant. Hein, on traverse l'Achéron, on traverse
le fleuve de la mort, c'est ce que Lacan appelle l'entre-deux-morts, hein. C'est-à-dire que dans la vie courante, il y a la mort physique d'abord, qui est la première, et puis il y a la seconde, ce qu'il appelle la seconde mort, qui est la mort symbolique. C'est-à-dire qu'on vous emmène au cimetière, le prêtre va dire il va monter au ciel, et alors tout le monde est content dans l'église, parce que au moins ce malheureux, il aura un avenir, et puis tout ça va bien, et puis ça c'est la mort symbolique. Seulement, dans la vie, il y a des gens qui connaissent l'expérience inverse. C'est-à-dire qu'il y a une mort de l'être avant la mort physique. Et ça, c'est très douloureux. Et l'expérience, c'est celle d'Antigone. Antigone refuse les lois de la cité et décide de couvrir de terre le corps de son frère, Polynice, qui s'est révolté contre Athènes, je crois, oui, c'est contre Athènes, et que donc, il a commis un crime, et le roi décide que lui ne sera pas enterré. Et en Grèce antique, et ça existe encore dans d'autres religions, un corps doit être couvert, sinon il va être dispersé par les oiseaux de proie, et il va être en enfer toute sa vie. Et elle, Antigone, dit, moi, c'est mon frère, donc les lois de la fratrie dominent les lois de la cité, je le recouvre de terre. Et le roi la fait arrêter, et il la met dans une caverne, on ferme la caverne, et elle reste dans la caverne, elle disparaît. Et puis, un beau matin, on ouvre le truc, et en fait, elle s'est pendue. À un moment donné, elle s'est pendue. C'est-à-dire que, quelque part, elle s'est révoltée. C'est-à-dire qu'elle veut que sa mort soit sa décision. Hein? Donc, c'est pour ça qu'elle est représentée comme un personnage tragique qui attire tout. C'est fascinant, un personnage comme ça. Hein? Voilà. Alors, cette histoire de la passe se tourne, tout le monde fait cette expérience-là. Vous avez des moments de détresse, vous ne savez pas ce qui vous arrive, et puis vous retrouvez un ami, ou vous faites quelque chose, vous allez au club Méditerranée, ça va mieux, vous faites une croisière, je ne sais pas, vous rencontrez d'autres gens, tout est possible. Mais c'est un truc, c'est Lacan qui a mis ça en avant. Hein. La première mort et la seconde mort, l'entre-deux morts, c'est ça. Voilà. On n'y est pas arrivé, hein, c'est-à-dire que c'est pas satisfaisant. C'est pas satisfaisant. Les témoignages qu'on en a, ben, ça ne fait pas tellement avancer la bécane. Donc lui, il a dissous son école. Oui, c'est un geste. Hein? Parle plus fort parce que j'entends rien du tout. Il l'a dissous. Il l'a dissous à un âge très avancé, on ne sait pas trop pourquoi non plus. Je dirais, il était quand même très malade, il a fait ça sans doute quand même sous la pression de Miller. On ne sait pas trop ce qui s'est passé quand même. Bon, bah, en même temps, c'est son style, mais enfin bon. Quand Lacan a prononcé le mot de dissolution, son école était dissoute. Alors l'institution, pour la dissoudre, il a fallu avancer sur le terrain juridique. Les gens qui se sont opposés à la décision de Lacan l'ont attaqué sur le plan juridique. Ils lui ont donc collé un type qui s'appelait monsieur, comment il s'appelait lui, monsieur, c'était marrant, il s'appelait monsieur comment lui, il avait un nom très particulier, je ne me souviens pas de son nom, qui s'est occupé de gérer la dissolution de l'institution. Oui, il s'appelait Zécry. Hein? Il s'appelait Zécry. Zécry. Ah oui, voilà. Monsieur Zécry, c'est ça? Il s'appelait monsieur Zécry, le mec. Zécry, d'accord. Comme quoi le signifiant fait toujours retour à la même place. Parce que les gens n'ont pas compris que Lacan, quand il a prononcé la dissolution de son école, parce que c'est ça la question, Lacan il avait une école, quand il a fondé l'école freudienne de Paris, au grand scandale de tous ses élèves, aussi seul que je l'ai toujours été dans la cause analytique, je fonde l'école freudienne de Paris. Hein? Mais les autres institutions actuelles qui sont fondées, ce ne sont pas des fondations. Ce sont simplement des institutions dont les statuts sont déposés à la préfecture. Si demain je vais à la préfecture de Paris, je peux fonder une école, mais ce n'est pas une fondation. C'est la création d'une institution, loi 1901, association libre. Ça va bien parce que l'association libre, ça va avec l'association libre de la psychanalyse. À ceci près que l'association libre de la psychanalyse, elle est toujours associée, c'est ce qu'on découvre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire n'importe quoi sur le divan. Donc on ne dit jamais à un analysant, dites n'importe quoi, c'est pas vrai. Ce que vous dites, ça a toujours de la valeur. Bon, on arrête là-dessus. Merci. Alors attendez,
La prochaine fois, parce que nous, on a des problèmes d'organisation institutionnelle, la prochaine fois, c'est le 14. C'est ça, hein? 15. Le 15, donc le dimanche 15. 15 novembre. 15 Octobre. octobre. Le 15 octobre, et puis le troisième, je ne me souviens pas. Il y a trois. Après, on aura un calendrier plus. Pour l'instant, on n'a pas la maîtrise du Samedi jour. Le 13, dimanche, c'est 14. Hein? 14. Dimanche 14. C'est dimanche 14. C'est le dimanche 14. Sinon, C'est c'est le 14, c'est le dimanche 14. Bon. Donc je continuerai sur cette... je ne sais pas ce que je vais faire la prochaine fois. Ça dépend ce qui va venir. Mais je vais tâcher de prendre cette continuité pour que vous puissiez comprendre ce que ça veut dire que de suivre Lacan en passant par ces signifiants. Parce que chaque fois que je pourrai le faire, je vous donnerai 2-3 clés qui vous permettront, avec le logiciel que je vous donnerai, d'aller voir dans le contexte comment il a traité la question, parce que peut-être que je me trompe parfois, et ça va vous permettre, on va pouvoir dialoguer, et moi je vais pouvoir apprendre des choses, parce que je ne sais pas grand-chose. Le disquette, là. Alors, les disquettes, pour l'instant, C'est la prochaine fois. c'est la prochaine fois que vous aurez les disquettes. La disquette